Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être fidèles à notre émission. Alors, nous nous retrouvons chaque semaine pour commenter les faits d'actualité nationale et internationale, mais surtout pour faire en même temps un travail de déconstruction. Alors, depuis quelques épisodes, nous choisissons d'abord le thème de déconstruction et nous l'illustrons à travers les éléments d'actualité. Au départ, nous distinguions les deux rubriques. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler en déconstruction sur les idéologies malfaisantes. Comment démasquer les idéologies malfaisantes? Alors d'abord, il nous faut rappeler la définition du mot idéologie parce que depuis les années 90, il est utilisé justement, ce mot idéologie, à des fins de propagande. Pour l'opinion, à travers les médias officiels, le mot idéologie ne désigne exclusivement que les idéologies qui étaient opposées au système capitaliste. Le mur de Berlin est tombé, le camp socialiste a échoué, donc c'était l'idéologie. C'est ça qui était l'idéologie et quand des militants parlent, quand des partis révolutionnaires font des analyses, on dit mais arrêtez avec vos idéologies, le temps des idéologies est terminé. Quel élu réactionnaire n'a-t-on pas entendu dire « Ah, ils nous embêtent avec leur idéologie ». Alors, la définition de ce mot-là doit quand même nous faire comprendre que déjà c'est un combat. Parce que une idéologie, c'est un système d'idées générales, qui constituent une doctrine, c'est-à-dire que ces idées-là se complètent, elles sont cohérentes, elles s'appuient sur une philosophie, sur des options politiques, et ce système-là est à la base du comportement de l'individu qui en est pénétré ou du collectif qui est soumis à l'idéologie. Alors dire que les idéologies ont disparu, ça veut dire que les hommes, les êtres humains n'ont plus d'idées. Il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus de politique globale. Non, c'est justement une manœuvre des médias et des propagandistes du système pour empêcher que les gens ne s'intéressent à l'idéologie révolutionnaire qui pourrait renverser leur système. Mais les idéologies continuent à exister de tous bords, et en particulier la leur, puisque le libéralisme, qui est une idéologie, qui est fondée sur une politique, sur une philosophie, qui est à la base du système capitaliste, non seulement s'est renforcé, mais s'est transformé en ce qu'on appelle l'ultralibéralisme. Ils ont une doctrine bien cohérente. L'individu a le droit de faire ce qu'il veut, de piller, de tuer, pour que les profits de ceux qui possèdent les actions puissent prospérer. Donc, les idéologies n'ont jamais cessé d'exister. Il y en a une, celle qui s'attaque au système, qui est diabolisé, qu'on dit qui doit disparaître, et puis il y a toutes les autres, c'est ce que nous appelons les idéologies malfaisantes. Celles qui fondent la pensée et l'action, les comportements des gens qui sont soumis et qui sont liés au système dominant capitaliste, occidental, impérialiste. Donc cette précision sur le mot devrait nous faire comprendre l'importance de réfléchir aux différentes idéologies et de voir lesquelles sont malfaisantes et lesquelles sont révolutionnaires. Et justement, dans l'émission de ce matin, nous allons voir comment les idéologies et la lutte entre les idéologies opposées se manifestent à travers les faits d'actualité qui ont été traités cette semaine. Alors, on va premièrement remarquer que dans tous les médias, sans exception, il y a une actualité qui a écrasé toutes les autres. Le Habemus Papam. Nous avons un nouveau pape. Depuis la maladie, puis le décès de François, du pape François, oui, quel cardinal? Est-ce que, où sont-ils? Est-ce que l'église va? Où ça va se faire? Ah oui, et les gens sont devant la place.
on attend que la porte s'ouvre. Quand est-ce qu'il y aura le concave, etc. Nous ne disons absolument pas que ce n'est pas un fait d'actualité et qu'il ne fallait pas en parler. Au contraire, c'est important. C'est le chef de l'Église chrétienne mondiale, donc il ne fallait pas. Mais enfin, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, quelques images. À qui fera-t-on croire que pendant toute une semaine, il était indispensable et que c'était de l'information de mettre des écrans avec vue sur la porte de la chapelle Sixtine, etc. Et puis d'interroger toutes les 2 minutes, est-ce que la fumée... Franchement, consacrer des heures pour parler de la cheminée et puis montrer est-ce que la fumée va sortir d'après un rite datant du Moyen-Âge, est-ce que la fumée est blanche? Ce n'est absolument pas de l'information, c'est de la propagande organisée avec le but de détourner l'opinion, les spectateurs, les auditeurs de toute pensée, de tout esprit critique, de toute information sérieuse. Il y a vraiment une volonté de détourner les centres d'intérêt et empêcher qu'on réfléchisse aux réalités essentielles et importantes, qu'on les comprenne. Et nous avons déjà eu l'occasion de dire qu'il y a chaque fois un nouveau événement qui vient entretenir ce détournement d'intérêt. La flamme olympique, l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame, les Jeux olympiques, l'élection de Miss, l'incendie en Israël. C'est-à-dire qu'on a une unanimité des empires médiatiques qui sont contrôlés par les multinationales pour dire, bon, je dis à nous pas ça, nous pas blinder ça. Et puis on cultive l'émotion, les chrétiens. Ah oui, c'est un pape. Alors là, maintenant, l'élection est faite. Est-ce que c'est un bon pape? Est-ce que c'est une sous-pape? Bref, on y va. Amusez-vous à voir la recherche de la généalogie du nouveau pape Léon XIV, c'est ça? Oui, Léon XIV. Il a peut-être une ancêtre guadeloupéen. Il y a une actrice de cinéma qui est une descendante de... Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas de l'information, mais c'est pour justement fédérer la famille chrétienne occidentale autour du nouveau pape. Et puis pour empêcher qu'on ne réfléchisse aux questions fondamentales. Alors, ça c'était l'actualité qui a écrasé toutes les autres. Mais entre-temps, ils ont quand même parlé pendant quelques minutes ou quelques images, même en dramatisant, de quelques événements. Tiens, commençons par le prêcheur en Martinique. Il y a eu un quartier qui a été isolé parce qu'il y a toute une route qui a coupé l'accès des agriculteurs à. Et oui, on a réuni le conseil municipal, oui, on va entreprendre des travaux, ce sera financé par... Oui, c'est une actualité, il fallait en parler. Mais quelle réflexion, quelle recherche a-t-on faite? Est-ce qu'on a cherché la généalogie de ceux qui ont fait la route, etc. Non, on se moque totalement, on parle de ce fait-là avec des réponses tout à fait localistes, mais à aucun moment on a amené l'opinion publique à réfléchir sur la question du dérèglement climatique et de faire la liaison entre le prêcheur et la politique internationale qui devrait être menée. On a parlé des sargasses, mais il n'y a pas de liaison entre sargasses, glissement de terrain. On a parlé de certains restaurateurs du bord de mer qui ne peuvent pas travailler parce que la mer ronge les côtes. Mais à aucun moment, on a dit, bon, voilà des illustrations du dérèglement climatique et des catastrophes induites. Que doit-on faire pour sauver le monde, pour sauver la Martinique? Non. Là, il faut penser au pape. Hein. Le pape, est-ce qu'il va faire de bonnes choses ou de mauvaises? On a évacué la réflexion sur la question fondamentale du dérèglement climatique pour s'arrêter à un petit point localiste. Et puis, on a quand même donné aussi des informations. Vous savez que le mercredi 7 mai, on a saisi des tonnes, 158 kilos plutôt, de cocaïne au Havre.
Et puis ça venait de la Martinique. Ah oui, c'est le réseau qui passe par les Antilles. Avant, il passait par ceci. Mais la préoccupation des journalistes est, comme nous le savons aujourd'hui, de protéger les côtes françaises de l'arrivée de drogue, mais n'est pas d'empêcher que la drogue ne passe par la Martinique. Je n'aurai pas le temps de développer sur cela, un autre jour on parlera, mais ils se moquent totalement, au contraire, ils sont très gentils avec le traitement et ils sont très frileux pour donner les moyens de lutter aux policiers, aux juges, etc., à la collectivité pour avoir un pouvoir politique de coopération avec la Caraïbe. Non, ça ne les intéresse pas. Donc, la liaison, quand on parle de trafic de drogue, ne se fait jamais avec la situation sociale du pays. Pourquoi les gens sont dans la consommation de drogue en Martinique? Pourquoi la délinquance se développe? Pourquoi les gens sont de plus en plus violents? Alors, on parle de répression de délinquants, etc., mais quel est le ferment social qui explique ce développement de la drogue et des violences, le trafic d'armes? On n'en parle pas. La situation politique, économique et sociale qui génère la dégradation et l'usage de la drogue, ça n'est pas le problème. Quel traitement fait-on de la question des mules? Parce qu'il est évident que les mules sont des gens qui sont dans le besoin. Il y en a qui veulent l'argent facile, etc. Mais la plupart des gens qui entrent dans le trafic de drogue et sont poussés par la détresse mentale, mais aussi par la misère économique. Ça c'est des thèmes qui devraient être massivement discutés dans les médias avec des témoignages, en faisant appel à des gens qui étaient dans le réseau, qui utilisaient des mules, et qui en sont sortis pour dire, bon, mais voilà comment vous pouvez servir le peuple. Venez nous aider à dire comment les réseaux recrutent, etc. Donc, il n'y a pas de politique pour lutter sur cette affaire-là. On a donné de l'émotion, on a justifié la répression, on ne va pas plus loin. Ça, c'était pour ce qui concerne la Martinique. Prenons des exemples qui concernent le traitement de l'actualité internationale. On a parlé abondamment de la réunion des Européens qui veulent prendre des sanctions contre le dictateur Poutine et pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Monsieur Macron, le grand puissant, intelligent, Macron donne un ultimatum à Poutine pour signer une trêve tel jour, sans quoi je prendrai des sanctions. Évidemment, il fait sa politique pour se faire bousser. On sait qu'il n'a aucun moyen de... C'est de la gesticulation. Mais on a orienté les esprits sur la guerre en Ukraine, qui est en fait une guerre de l'OTAN contre la Russie. Ce n'est pas une guerre entre Zelensky et Poutine, c'est une guerre de l'OTAN. C'est une guerre mondiale qui a commencé. Il y a des soldats et mercenaires de toutes les nationalités occidentales. Il y en a même des Colombiens, tout ça, en Ukraine. Ils ont le renseignement, l'armement, l'argent, etc., les conseillers techniques sur place pour mener la guerre. C'est une guerre de l'OTAN contre la Russie. Bien. Donc on a centré sur ça. Mais, combien de temps et d'explications a-t-on donné à la barbarie nazie dans la bande de Gaza? Le tissu commence à se fissurer. Il y a des journalistes qui ont dit, ouais, il faut qu'on en parle. Mais évidemment, on a étouffé ça. Et puis on parle avec gentillesse. Israël continue à se défendre. Israël, c'est le Hamas qui le poursuit. Israël veut assurer sa sécurité. Mais nous avons là un nouvel holocauste où on tue des bébés, où on massacre, où on bombarde des hôpitaux, des écoles, des camps de... Il y a cette semaine, un soldat israélien qui a dit « Je ne peux plus, je suis un nazi. Je peux témoigner qu'on tire derrière des enfants de le dos qui n'ont rien fait, etc.
Je ne peux pas vivre cette barbarie nazie. Les journalistes. Il y a au-dessus de 200 plus 22, je crois, journalistes, etc. Vraiment, avez-vous le sentiment qu'il y ait une mobilisation des journalistes pour donner de l'information et appeler les gens à dénoncer le dictateur Netanyahou, le criminel Netanyahou? Non. Alors, ils vont dire, on a montré combien de secondes par rapport au reste. Donc, il y a manifestation. Et puis, combien de temps a-t-on consacré à la barbarie xénophobie raciste des suprémacistes en République dominicaine? Hier, Martinique Première, on a parlé parce qu'il y a eu une conférence de presse de dizaines d'organisations qui appellent à la solidarité avec les victimes haïtiennes en Saint-Domingue. Mais, hors cette tranche-là, est-ce que l'on ne pense pas que cette problématique-là mériterait d'être sur les ondes tous les jours, avec les témoignages des gens concernés, et surtout avec le positionnement des élus du gouvernement français? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Mais non, c'est Zelensky qui nous fait de la peine. Et puis pendant ce temps, monsieur Emmanuel Macron reçoit un chef terroriste qui a pris le pouvoir par les armes en Syrie, qui a massacré des Alaouites, qui a bombardé des Druzes, et puis qui dit, ah mais je vais faire une enquête. Les mains du bonhomme pleines de sang sont invités à venir taper le dos d'Emmanuel Macron, ou c'est Emmanuel qui a tapé son dos, et à l'Élysée. Il a été à voir tout. Oui. C'est un fasciste terroriste. Les médias s'acharnent à dire, oui, il a changé. Maintenant, il met des complets, il est gentil, il a promis de. Vous imaginez que Ben Laden vienne aux États-Unis dire, ouais, j'ai changé, j'ai pris le pouvoir en Afghanistan, donc je viens à l'Élysée, je viens à la Maison Blanche, et puis vous me donnez de l'argent, vous m'aidez à reconstruire le pays. C'est un soutien direct à un gouvernement terroriste. Mais non, c'est ça. Et puis, avant-hier, des néo-nazis manifestent en France, des néo-nazis manifestent à Paris, pendant qu'on interdit le même jour une manifestation d'antifascistes. Donc, les médias nous désignent des ennemis. Il y a tellement de choses à dire. On a parlé de la guerre qui a commencé, ils ont signé un accord entre le Pakistan et l'Inde. Vous imaginez l'importance que cela a dans le déroulement de la guerre mondiale? Ce sont deux puissances nucléaires. L'Inde est pratiquement le pays le plus peuplé du monde aujourd'hui. Il est en passe où il a déjà dépassé la Chine, l'Inde. C'est un pays gouverné par un dictateur qui s'appelle Modi, comme par hasard. Suprémaciste hindouiste, qui massacre, dont le parti agresse les musulmans. Et puis qui est en guerre avec le Pakistan, les États-Unis qui ne veulent pas que tous les fronts s'ouvrent en même temps, ont fait pression pour une trêve jusqu'à quand? On ne sait pas. Mais une information comme ça aurait dû pousser les journalistes, s'ils n'étaient pas les défenseurs d'une idéologie malsaine, à expliquer les dangers de guerre mondiale, donc comme nous le faisons, et expliquer les causes, les acteurs de ces dangers de conflit mondial qui pèsent sur nous. Je ne vais pas plus loin pour dire que nous avons des médias qui ont instrumentalisé l'actualité pour continuer à défendre leur position, à diaboliser leurs ennemis et à empêcher aux gens de réfléchir. Alors, de même que j'ai montré qu'on n'a pas expliqué sérieusement les incidents, les faits, les réalités, pour ce qui est négatif, il en va de même pour ce qui est positif. Alors, je reviens en Martinique. Il y a eu, cette semaine, le marché de Sète-Marie, avec une centaine d'exposants, avec des innovations, etc. Il y a eu le
célèbre marché des Rastas de Saint-Pierre. Rappelez-vous que des commentaires que nous avons faits pour la foire agricole de Rivière-Pilote, là, on a dit oui, on peut faire une innovation, mais quel média a fait un commentaire idéologique, un commentaire politique sur cela, qui est éminemment politique et idéologique? Voilà, chers amis, chers compatriotes martiniquais et martiniquaises, la preuve que nous pouvons nous nourrir, que nous pouvons créer et que nous serions capables de mener notre pays dans un régime d'indépendance souveraine. Nous n'avons pas besoin de manger les produits importés qui nous donnent du cancer. Nous avons les moyens de développer notre pays et c'est nous, c'est pas le monde. Et ces gens-là ne sont pas aidés par le gouvernement colonial. Ils n'ont pas le 10e des subventions que reçoivent les maîtres de la café-béquet pour les monocultures. Alors imaginez que nous soyons maîtres de notre pays. C'est de l'idéologie, c'est de la politique. Mais ceux qui défendent la politique malsaine, qui connaissent ces éléments-là, ne vont pas le dire, puisque c'est une lutte idéologique qui se manifeste. Ça, c'est national, l'exemple national, mais au niveau international. Vous avez vu les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale? Les bonhommes, les Occidentaux disent, on va faire des commémorations, mais on n'invite pas la Russie. Et puis, on change l'histoire. Mais enfin, élèves qui avaient étudié la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'année dernière, reprenez vos anciens livres. On va les changer bientôt. Mais il est clair que c'est l'armée rouge qui a écrasé Hitler et qui a permis la défaite des nazis. C'est un fait incontestable. Aujourd'hui, on n'invite pas la Russie et on prend des sanctions contre les gouvernements européens qui veulent aller à la commémoration organisée par la Russie. Il y a même des présidents auxquels on a interdit le passage aérien, le survol de pays, pour qu'ils ne puissent pas aller à la commémoration russie. Ils ont dû faire tout un périple. Ça, c'était une bataille idéologique et politique. On veut réviser l'histoire, on veut diaboliser les sauveurs de la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça dérange le message d'aujourd'hui. Et puis, alors, mais... Netanyahou peut passer. Ah oui, Netanyahou, criminel de guerre condamné par la CPI, il n'y a pas de problème. Mais, la mauvaise foi, oui, vous voyez, des journalistes, il y avait une dizaine de chefs d'État à Moscou. Et puis alors, il y avait le Chinois, le Coréen, et Maduro, c'est-à-dire les ennemis cubains, les ennemis des Occidentaux. Donc voilà, qu'on diabolise tout le temps, c'est eux qui étaient là, parmi la dizaine. Il y a certains journalistes qui ont dit, bon, il y avait une vingtaine. Le chiffre exact, c'était 29. Le conglomérat. 29 personnes qui représentent le monde. L'Inde était là, le pays le plus peuplé du monde. La Chine était là, deuxième pays. À eux deux, ils font à peu près le tiers de la population mondiale. Il y avait donc des représentants ennemis désignés, mais il y en a d'autres dont on a parlé, on n'a pas parlé, les chefs d'État africains de l'AES, dont Traoré qui a fait un tabac, comme on dirait vulgairement. Et des accords ont été signés entre les pays qui ont participé à la commémoration, qui montrent qu'on a là un basculement. Les impérialistes ne pourront pas gagner la Troisième Guerre mondiale. C'est leur fin qui est annoncée là. Donc il ne faut pas dire, comme on ne faut pas dire ce qu'on peut faire en étant indépendant, avec les marchés, tout ça, il ne faut pas dire que voilà, nous sommes foutus. On continue à faire de la manipulation. J'ai insisté sur ces deux aspects-là pour montrer qu'il y a un enjeu fondamental, c'est celui de la guerre de l'information, et une importance décisive pour l'avenir de l'humanité, c'est que nous menions la lutte
théorique et idéologique pour que tous les peuples, que tous les exploités, que toutes les victimes, que tous les gens qui souffrent comprennent la situation, dénoncent les idéologies malsaines et s'organisent pour construire l'alternative. Ce qui demande évidemment la formation, la discussion sereine, l'impulsion d'une pensée collective, qu'on accepte de voir que nous avons tous les mêmes intérêts dans le camp des peuples pour renverser le système. Alors, il faut rappeler quand même que nous avons en face des ennemis d'une puissance, j'ai montré ça à travers le traitement de l'information, mais très importante, qui depuis des décennies mène un travail, une offensive idéologique réactionnaire pour développer l'individualisme, l'élitisme, il faut que je sois le chef, etc., pour dépolitiser, pour diaboliser les alternatives. Et puis en plus, nous descendants de pays esclavagisés, ce fameux syndrome de Lynch qui nous a été inculqué dans la division, l'autodénigrement, la non-confiance dans l'avenir, la déification du maître. Donc nous avons toute cette offensive-là à combattre. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, je l'avais déjà abordé dimanche dernier, la question c'est le combat idéologique et théorique qui devient décisif. Et dimanche dernier aussi, j'avais parlé de la nécessité de combattre les électoralistes, les assimilationnistes, plus généralement les opportunistes. Je veux retourner sur cela encore, parce que cette semaine, plus on va s'approcher des élections municipales, plus on verra cette déviation nocive, crasseuse, c'est sale de mon point de vue, de gens qui connaissent notre situation et qui persistent à maintenir le système et à empêcher au peuple de s'organiser pour l'alternative. Alors, on avait déjà parlé de ceux qui viennent faire des visites démagogiques, qui se présentent comme les sauveurs, qui font des clips en train d'embrasser des vieilles femmes ou bien parmi les jeunes. Jamais ces gens-là ne disent « J'ai dit que je serai élu, je ferai mieux que les autres. Mais si je suis élu, voilà ma position sur le système économique, sur les dangers de guerre, sur le dérèglement climatique. Voilà ce qu'il faut faire pour que nous puissions construire le pays. » Jamais. Non, mettez-moi là, je serai meilleur que l'autre. J'avais fait allusion à cela. Mais là, je veux insister sur la question de la diabolisation des adversaires. Donc, on désigne des partis, quel que soit leur bord politique, dès qu'on est candidat contre eux, il faut les diaboliser. Et il faut utiliser des arguments qui sont, je ne veux pas dire diaboliques, je cherche le mot, qui sont vraiment destructeurs de notre société et qui barrent toutes les possibilités d'avoir des réponses. Il faut combattre ces arguments-là qui sont notamment le fait. Les élus n'ont jamais rien foutu. Ils ont le pouvoir. Le peuple les paie et puis ils ne font pas. Chers compatriotes martiniquais et martiniquaises, nous sommes un pays colonisé. Les municipalités, la CTM, ont des compétences limitées et contrôlées par le gouvernement colonial. Je prends l'exemple de la Cour des comptes. J'ai déjà entendu des révolutionnaires dire la Cour des comptes a condamné telle commune, ceux qui ne savent pas gérer. La Cour des comptes, c'est un organisme qui sert le pouvoir colonial capitaliste. Et quand il regarde les comptes de la commune, il ne regarde pas est-ce que vous travaillez bien pour la commune? Est-ce que votre politique répond à la question de l'emploi? Il regarde est-ce que votre budget est équilibré et va dans le sens de ce que j'ai décidé. Je vous ordonne de licencier des gens pour mettre le budget en équilibre. Je vous ordonne et il y a des nouvelles dispositions qui sont faites pour empêcher aux collectivités la possibilité d'avoir des services publics pour les obliger à passer par des appels d'offres des entreprises privées. Et puis on a des révolutionnaires qui disent « Ah, la Cour des comptes les a condamnés, donc vous voyez, ils ne sont pas bons. » L'État français contrôle les collectivités
prennent des lois pour leur donner des compétences contrôlées par lui, mais sans financement, sans dotation. Ce qui fait que ces collectivités-là, au grand jamais, ne pourront faire quoi que ce soit de positif. Ce sera de plus en plus difficile. Ceux qui sont plus honnêtes, plus près du peuple, vont essayer de concilier, de trouver des palliatifs. Mais venir avoir comme argument électoral, on donne de l'argent aux élus, ce sont des foutus paresseux, ils ne font pas, je leur dis de faire ceci, ils n'acceptent pas etc. Quand on fait ça, on sait que c'est pas vrai, donc on vient dédouaner le pouvoir colonial et les maîtres de la caste béquée pour augmenter les divisions au sein du peuple, développer l'autodénigrement de nos propres représentants. Nous avons eu l'occasion de parler de cela. Ah, je suis pour l'indépendance, mais je ne veux pas l'indépendance parce qu'avec les élus qu'on a, ils sont corrompus, etc. Alors, comme je suis pour l'indépendance, je préfère avoir des élus corrompus, menteurs, racistes, occidentaux qui dirigent mon pays, plutôt que de donner aux élus martiniquais, qui pour moi sont tous corrompus, tous incapables, le pouvoir de prendre des décisions. Alors que si j'ai l'indépendance et que je fais un travail d'information du peuple, le peuple pourra évacuer les élus qui sont assimilationnistes, qui servent le pouvoir, et porter au pouvoir des gens qui dirigent en fonction de leurs décisions et de leurs intérêts. Donc, on va dédouaner le pouvoir colonial et les maîtres de la caste béquée, développer l'autodénigrement et les divisions pour gagner un poste électif. C'est irresponsable. Alors, il faut combattre cela. Chers compatriotes, quel que soit le candidat qui vous approche, qui nous approche, posons-lui la question. Comment allez-vous financer? Quelle est votre position sur les subventions européennes? Quelle est votre position sur les intentions du pouvoir colonial? Etc. Et puis surtout, comment ferez-vous en sorte que les gens soient vraiment organisés et disent ce qu'ils veulent? Parce que vous me dites voter pour moi, je vais faire. Mais où vais-je dire, oui, vous me dites on va, mais là, ou pas qu'à faire aujourd'hui, c'est pas de nom que fait. Donc il faut poser ces questions-là. Alors j'ai parlé des électoralistes, des opportunistes, et j'ai abordé la question de l'assimilationnisme à travers ce dernier aspect. Il y a eu des négociations qui ont été faites en Kanaki sur le processus d'autodétermination. Elles ont échoué. Pourquoi elles ont échoué? Parce que le gouvernement français, le pouvoir colonial français, ne va jamais accepter de respecter le droit à l'autodétermination du peuple kanak. On a vu ces magouilles sur les listes électorales, on a vu ces magouilles dans la répression des mouvements et le traitement réservé aux leaders kanak, etc. Pourquoi voulez-vous continuer à venir dire au peuple martiniquais que les Français vont nous entendre? Que le gouvernement colonial va accepter de perdre toutes les masses d'argent qu'il fait en dominant la Martinique pour dire aux petits. Mais en fait, nous ne voyons pas ce qui se passe dans notre vie là. Mais nous. Oui, mais nous. Nous ne voyons pas le nettoyage qui est fait dans toutes les administrations. Ça existait déjà, hein, que des Français à la tête des administrations. Mais dans tous les corps de métier, on évacue les cadres martiniquais pour mettre des Français qui contrôlent, qui s'infilent dans le secteur de la santé, partout. Et puis, on continue à prendre nos enfants qui ont réussi au concours pour enseigner, pour dire, il faut aller à trifouiller sous les toits. Laissez votre maman grabataire dont vous vous occupez. Tant pis pour la maison que vous avez faite en faisant un prêt surévalué auprès de nos banques. Foutez-moi le camp à trifouiller sous les toits.
Ah, vous avez passé un concours national. Et puis, il y a des élus martiniquais qui disent, ah, on est dans une nation. Alors, on ne voit pas que c'est ça qui a le génocide par substitution. Ce n'est pas une plaisanterie. Les gens sont encouragés à venir peupler la Martinique pendant que notre population continue à être décimée et exilée. Ça, c'est la réalité. Je l'ai déjà dit, je le répète, parce qu'il nous faut tenir compte de l'expérience des peuples. Dans les années 70, dans un quartier de Mondezes, nous avons fait une réunion avec les travailleurs à laquelle ont participé 2 Palestiniens, dont l'un malheureusement est décédé, l'autre est reparti au Canada, qui nous disaient, quand nous avions 17 ans, nous étions militants, nous disions aux vieux du village, et il y en a un qui disait à mon père, que les Israéliens vont prendre toutes nos terres et qu'ils vont éliminer, etc. Les vieux se moquaient de nous. Ils nous disaient, nous sommes là depuis des milliers d'années, comment est-il possible qu'on chasse tout un peuple? Mais non, mais qui pourrait faire ça? Vous voyez ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, dans le dernier petit morceau qu'il reste à Gaza et en Cisjordanie. Et puis vous croyez que les mêmes impérialistes qui financent et qui arment Israël auront des états d'âme pour s'installer à notre place en Martinique, puisqu'ils sont chassés d'Afrique. Alors c'est à ce moment-là qu'on va se mobiliser. Militants, syndicats, ils ont fini. Non, c'est aujourd'hui qu'il nous faut comprendre la nécessité de lutter contre les idées assimilationnistes, les illusions de gentillesse du pouvoir français ou de l'Union européenne. C'est aujourd'hui qu'il nous faut nous organiser pour convaincre ceux qui sont aliénés, qui sont trompés, qui n'ont pas d'informations, et pour lutter, j'insiste sur cet élément-là, contre les saboteurs de la lutte pour l'indépendance. Parce qu'il y a des gens qui sont contre l'indépendance parce qu'ils ont peur. Ça se comprend, on a dit tellement de bêtises. On peut essayer de les convaincre, mais c'est leur conviction. Mais il y en a qui savent, tout ce que j'ai expliqué là, qui savent, qui l'ont dit avec nous, qui l'ont écrit, et puis qui passent plus de temps à torpiller le mouvement révolutionnaire qu'à lutter contre le pouvoir colonial. Je ne vais pas insister sur cela aujourd'hui, mais un jour nous allons y revenir. Notre organisation que vous connaissez dans la lutte pour l'indépendance, pour la souveraineté, pour la démocratie populaire, depuis 1972, nous sommes sur le terrain, eh bien, des gens qui connaissent ça, qui ont milité avec nous, se sont acharnés à la torpiller. Nous avons créé des comités populaires pour préparer le peuple à discuter. Un petit groupe de réactionnaires décide d'annoncer la dissolution des comités populaires. Nous créons un comité populaire pour préparer l'indépendance. Yokadiou, on dit sous les comités populaires. Mais nous continuons à nous appeler CNCP, Conseil national des comités populaires. Tout le monde voit que c'est une escroquerie intellectuelle. Ces mêmes personnes décident, la radio que vous avez créée, nous écrivons. Alors, comme pour dire, Radio Apal ne fonctionne plus. Ce sont des saboteurs, ce sont des gens qui liquident le mouvement et qui connaissent la situation. C'est parce qu'ils ont fait un choix idéologique, de classe, de rester, de faire semblant de japper, et puis de rester dans le cadre du système colonial français. Mais comme ils savent que l'idée indépendantiste s'impose, donc il faut se cacher derrière ce masque-là. Ils sont encore plus responsables des freins qui sont portés à la lutte pour l'indépendance et l'émancipation. Leur mouvement continue, ils seront balayés par l'histoire, ils seront dénoncés le moment venu, mais ce qu'il nous faut comprendre là, que l'assimilationnisme, c'est un fléau qu'il nous faut éradiquer. La seule option que nous avons, c'est
lutter pour la souveraineté, mais surtout organiser le peuple martiniquais à la base pour qu'il soit formé et qu'il décide, qu'il n'ait pas de représentants autodésignés qui leur racontent n'importe quoi. Il nous faut nous organiser et avec le peuple suivre une stratégie globale. Comment nous luttons contre le génocide par substitution? Comment nous luttons pour développer l'économie autocentrée? Comment nous luttons pour internationaliser notre lutte? Mais tout cela dans le cadre d'une réflexion collective menée par des gens qui n'ont le droit de parler que parce qu'ils sont représentatifs du peuple martiniquais, des travailleurs, des artisans, pas autodésignés, mais qui sont effectivement désignés par le peuple pour répercuter des revendications mûries et pensées par le peuple. Alors, nous n'irons pas plus loin aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que toute cette démonstration que j'ai faite veut mettre en lumière que la question de l'idéologie est essentielle. Si nous pas ni des idées cohérentes, si nous pas comprenons où nous aller, nous allons goumer, nous allons prendre faire, nous allons laminer nous. Il y a des idéologies révolutionnaires et il y a des idéologies malfaisantes, réactionnaires. Le premier front de lutte, c'est au niveau idéologique qu'il se passe. Parce que c'est les peuples qui sont éduqués, sereins, acteurs de leur développement qui réussissent leur libération et leur émancipation. Je vous remercie de votre attention et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Mettez